Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, encore une fois, Vendée Globe, jour numéro 19. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant la nuit. On parlera un petit peu des changements de situation météo, de ce qui va évoluer ensuite, notamment aussi pour la bataille des dériveurs, où là, le vent va se renforcer contrairement aux concurrents de tête. On parlera également des derniers problèmes de la nuit, un petit peu des activités de certains skippers, et on parlera du classement, et les écarts se sont encore agrandis entre les différents pelotons, avec parfois des concurrents qui avancent à pas plus de 1 nœud. C'est pour vous dire que la situation elle est quand même bien compliquée pour certains qui ne s'attendaient pas à ce que le vent diminue si vite. Et ils se sont retrouvés complètement dans de la molle. Et comme la situation a évolué bien plus vite que ce qui a été prévu, ils n'ont pas pu l'anticiper. Ils n'ont pas réussi à l'anticiper, voilà, donc ils se retrouvent en difficulté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Il y a encore une vidéo, qui est en ligne, notamment depuis mercredi soir, sur le bilan des équipes, si vous voulez la voir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks ou cliquer rapidement sur les notifications et les miniatures. Comme ça, vous êtes au courant. Enfin, comme ça permet aux vidéos d'être mis le plus rapidement possible en avant par YouTube. Et puis, je remercie les gens qui se sont abonnés ces derniers jours. Alors, on va regarder, pour faire plaisir à certaines personnes, le peloton de tête. Personne ne dit ça, hein. Toujours, tout le monde dit peloton, personne dit peloton. Mais il y a quelqu'un qui m'a emmerdé dans les commentaires parce que je disais peloton. Voilà. Si j'emmerdais tous les gens qui disaient Reuse au lieu de Rose, j'aurais pas fini mes journées, vraiment. Si vous cherchez la petite dette, au bout d'un moment, vous allez la trouver. Bon, donc on regarde le peloton de tête. Eh bien, ce peloton de tête, il est dans une situation de vent qui est un petit peu plus faible par rapport à hier. Et il va avoir maintenant pour objectif de choper cette nouvelle dépression qu'il va falloir récupérer. Sauf que cette dépression va être moins évidente à prendre, tout simplement parce qu'elle va vite, cette dépression. Vous voyez que là, le centre est à peu près ici, enfin ça tourne, c'est dans la zone d'exclusion, où elle se situe, mais vous avez le haut de cette dépression vers le haut. Et vous allez voir que là, aujourd'hui, elle est ici, donc les concurrents sont devant elle, et dans 24 heures, à peu près, eh bien, vous allez voir qu'elle est bien passée. Donc, c'est-à-dire qu'on va choper presque la fin de la dépression, et là, ça va pas être facile de la conserver, cette dépression-là, longtemps. Donc, ça, voilà, il va falloir aller vite, et il va falloir être très bon. Donc là, en ce moment, vous voyez que les conditions de vent sont pas énormes, donc ce qui fait qu'on fait beaucoup de changements de direction, de 2 à 4, grosso modo, selon les concurrents, à l'avant de la course. 2 pour ceux qui en ont fait le moins, et 4, voire plus, pour ceux qui sont à l'arrière, mais dans ce peloton de tête, c'est 4. Pour la bataille alors pour les autres concurrents, hop, le deuxième peloton, qui est bien détendu ce deuxième peloton, hein, ça va de Samantha Davis à Isabelle Yoshke. Vous voyez que là, ils sont dans une situation de non-vent, vraiment, il n'y a quasiment rien. Eux, ils vont en récupérer un petit peu. Par contre, le groupe Samantha Davis, Boris Herman, Justine Métro, Clarisse Kremer, eh ben, ça va être long. Ça va être long. La journée va être très très longue, je pense, avant de récupérer du vent. Ce qui va permettre à Benjamin Dutreux, Romain Attanasio de revenir sur eux, je pense, voire pourquoi pas Louis Burton qui pourrait regagner des positions avec Pip Air, mais au moins regagner des 1000, parce qu'en ce moment, entre Clarisse Kremer et Burton, vous avez 500 000, eh bien, je pense que l'écart peut au moins diminuer de 130 000, 150 000 d'ici demain. C'est ce qu'on verra. Et puis ensuite, on a la bagarre des rivers. Et vous voyez que eux, ils sont dans une situation où le vent va se renforcer. Vous voyez que là, le vent est pas énorme, à part pour les concurrents de l'arrière. Et ce vent-là va se renforcer dans les prochaines heures. Et eux, leur objectif, c'est de choper ça, c'est-à-dire cette petite dépression-là, qui va les emmener le plus loin possible, ils espèrent. Mais voilà, ça va être l'objectif, donc de prendre cette dépression-là, qui va ensuite rejoindre également les concurrents qui seront bloqués dans la molle. Donc je pense que les écarts vont un peu se réduire.
dans le groupe Samantha Davis et dans le groupe Louis Burton par rapport à ce deuxième peloton qui devrait être donc le grand gagnant de la situation météo actuelle. Voilà, tout simplement. Et vous voyez que la dépression, là, elle va aller très très vite, hein, parce que je rappelle que les dépressions vont vite désormais, vu qu'elles ne touchent plus terre. Ça, c'est des dépressions qui n'ont quasiment pas frappé de terre avant d'être rencontrées par les concurrents en course. Donc, c'est-à-dire que ça risque d'aller quand même très très vite, et parfois ça sera dur de les conserver pour les concurrents de tête qui n'ont toujours pas passé le cap de Bonne-Espérance. Je pensais qu'ils allaient le passer à 11h. Non, ça sera peut-être plutôt à 15h, au point de 15h, où les premiers concurrents auront passé le cap de Bonne-Espérance. Alors vous voyez, on n'est pas très loin. Si on tire une ligne, voilà, virtuelle, hop, vous voyez que ce cap de Bonne-Espérance, il n'est pas très loin. Et le temps sera quand même plutôt pas mal pour le cap de Bonne-Espérance, même si je pense qu'on sera derrière le temps d'Armel Lecléache. On sera derrière le temps d'Armel Lecléache et surtout d'Alex Thompson, parce que je crois que c'est Alex Thompson qui a le record de cette zone-là. Bon, on regarde tout de suite les dernières activités de la journée, ce qui s'est passé pour les différents concurrents. On va commencer avec une bonne nouvelle. Nicolas Lundven, joyeux anniversaire pour Nicolas Lundven, c'était son anniversaire hier. Aux concurrents de Holcim PRB, 41 ou 42, parce que selon les sites, là j'étais différencié, je crois que c'est 42 la réalité. Pour Nicolas Lundven, donc voilà, qui a fêté son anniversaire, qui a eu un petit cadeau, un polo à l'effigie de son chien. Il est fan de son chien, voilà, il est plus amoureux de son chien que de sa femme, c'est ce qu'il disait en vidéo. Pour un Nicolas Lundven qui continue à être bien placé dans ce groupe de tête, mais il a choisi une autre stratégie avec Jérémy Bayou. Et vous voyez, donc 354 000 de parcours, c'est moins qu'un Johan Richaud, par exemple, qui en ce moment est le plus rapide. Mais les écarts sont plutôt stabilisés, on va dire, surtout qu'ils sont eux sur une autre trajectoire. Vous voyez, c'est pas du tout la même idée que les concurrents de tête. Je pense que eux, ce qu'ils essaient, c'est de faire un peu moins de manœuvres, et voilà, ça comme d'habitude, et de récupérer le haut de la dépression. Suivante. Voilà, là, ils se disent il y aura plus de vent et une mer plus calme. Donc là, ils pourront peut-être cravacher un peu plus que les concurrents qui seront peut-être dans un front un petit peu plus important au niveau de la mer. Et je pense que c'est ça l'idée. Voilà, parce que eux, ils seront dans du 2,50 m quand eux, ils seront dans du 2 mètres. Ce qui permettra peut-être aux bateaux d'aller plus vite et surtout d'être plus en sécurité au niveau des bateaux parce que ça sera moins cassant. On poursuit avec les concurrents et on poursuit avec Clarisse Kremer. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo, mais je vous invite à la regarder. De toute façon, les vidéos de Clarisse Kremer, c'est toujours très drôle. Beaucoup de changements de trajectoire pour Clarisse Kremer dans ces 24 dernières heures. Clarisse Kremer qui est dans la situation de pas de vent, seulement 5 nœuds en ce moment sur les 4 dernières heures. Et Clarisse Kremer qui a dû faire atelier coiffure. Ce qui s'était déroulé il y a 4 ans s'est reproduit. Un nœud géant à la place de ses cheveux. Donc voilà, elle a essayé de se démêler les cheveux et je la comprends parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire que moi, quand je vais de temps en temps, quelquefois, j'étais à la mer, au niveau des cheveux, c'est très très compliqué pour moi aussi. Le cheveu crépus, ça n'aime pas le vent et l'air marin. Donc là, en plein milieu de l'océan Atlantique, c'est compliqué pour Clarisse Kremer. Beaucoup d'huile. Beaucoup de temps également pour Clarisse Kremer, mais elle a dit comme ça lui occupe l'esprit parce que là il lui fallait sa voile qui est manquante à Clarisse Kremer, donc forcément c'était un peu de frustration, donc elle a fait ça et elle s'est même coupé les cheveux, ce qui est une grosse prise de risque de la part de Clarisse Kremer. Donc atelier coiffure, c'était également atelier coiffure pour Antoine Cornic qui s'est aussi coupé les cheveux, mais un peu moins quand même que Clarisse Kremer. Il fallait pas riper, surtout dans un enfournement dans une vague. On poursuit avec Benjamin Dutreux. Benjamin Dutreux qui a réparé. Il a réparé une voile, Benjamin Dutreux. Il a réparé, son grand généqueur, Benjamin Dutreux. Parce qu'il en a profité. La situation était assez calme. Il a perdu quand même pas mal de temps, surtout il a fait ça sur le pont. Il disait qu'avec le soleil, il fait quand même 20 degrés hier,
Donc voilà, il avait l'impression de rôtir au soleil, Benjamin Dutreux. Mais il a réussi voilà, à réparer son grand Génécœur. Ensuite, il fallait le renvoyer, hein, parce que pour être sûr de la réparation, il faut le renvoyer, qu'il se regonfle. Mais ce sont des voiles qui sont, c'est comme les Spice, ce sont des voiles qui sont toujours compliquées à réparer, parce que ce sont des voiles qui, contrairement à des J1, J0, qui sont plutôt des voiles assez plates, là c'est des voiles qui sont un peu arrondies, donc qui se gonflent un peu comme ça. C'est sûr que c'est pas forcément plus facile à réparer. Donc il faut toujours faire attention, il faut faire des réparations très solides. Et c'est des voiles qui sont importantes en course. Voilà, il faut réussir à les réparer, parce que ne plus pouvoir s'en servir, c'est quand même un petit peu toujours gênant, surtout dans ces phases de transition là où on aura besoin des Génaqueurs pour les concurrents. Damien Seguin également, alors lui il a pas réparé, il a fait un check-up du bateau. Damien Seguin, il a profité également du vent extrêmement faible également pour lui, hein, on est à 7 nœuds. Voire une VMC qui en ce moment est négatif, hein, vu qu'il n'est pas dans la direction du vent. Enfin voilà, par rapport à la latitude descendante, voilà, il repart un petit peu en arrière, il fait ce qu'on pourrait dire une marche arrière en ce moment, Damien Seguin, et qui a fait un check-up, un tour du bateau pour voir comment ça se passait à l'intérieur, donc s'il n'y avait pas des petits trucs à réparer. Donc voilà, il était dans des zones qui ne sont pas toujours très accessibles, donc il profitait du fait que le vent n'était pas exceptionnel pour pouvoir réparer tranquillement. Guirec Soudé, lui, ça va plutôt bien. Par contre, Guirec Soudé, il a un petit souci. C'est l'eau du désalinisateur. Vous voyez, même ça va très vite, hein, pour Guirec Soudé, on en parlera. Il y a des bateaux à dérive qui ont fait des très bonnes journées hier. Et Guirec Soudé, il a le désalinisateur. Et le problème du désalinisateur, c'est que l'eau, elle est pas bonne. Elle est pas très bonne. Il disait ça lui avait pas manqué, ça. Ça lui rappelait ses traversées à la rame où il avait un désalinisateur. Et c'est vrai que le problème du désalinisateur, c'est que ça enlève le sel de l'eau, mais ça enlève tout le sel. C'est comme si vous buviez de l'eau déminéralisée. C'est pour ça que vous aviez des concurrents qui, pour enlever ce goût-là d'eau, plus ça rajoute un goût particulier, le désalinisateur, utilise du sirop, utilise du pulco, par exemple. Ou assimilé, hein, vous voyez, donc c'est ces trucs-là qui permettent d'aromatiser l'eau. Et puis certains vont aussi vont rajouter aussi des sels minéraux, comme voilà, des boissons Isostar ou ce genre de choses, pour faire un peu des boissons un petit peu sport, et essayer de récupérer des sels minéraux que vous pouvez perdre dans la journée. Mais c'est sûr que c'est toujours très particulier, l'eau du désalinisateur. C'est comme si vous buviez de l'eau un peu déminéralisée. Ça sert juste à désaltérer, mais pas bien plus. C'est un petit peu le problème. Et puis on termine avec Sébastien Simon, qui est en tête de la course. Sébastien Simon, enfin dans les premiers de la course, quatrième. Il a un peu perdu de position, Sébastien Simon, par rapport aux 2-3 derniers jours. Il disait il commence à ressentir la fatigue physique à quasiment 20 jours de course, quasiment 3 semaines. Il disait autant le haut du corps ça va, parce qu'on dit on le mobilise énormément pour changer les voiles et pour faire des modifications de notre trajectoire. Autant on disait au niveau des abdominaux et surtout au niveau des cuisses, il commence à voir qu'il y avait une petite fonte musculaire, parce qu'on s'en sert quasiment pas des cuisses. Et donc ça, il fallait faire attention à cela, surtout quand on se déplace sur le bateau. Il a un petit peu diminué, il a un rythme qui est un peu moins élevé, aussi parce qu'il disait qu'il avait pas toujours faim. Donc ça veut dire qu'il est peut-être un petit peu fatigué. Parfois quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de manger, donc lui il se force à manger un maximum. Pour éviter de perdre de la lucidité, de perdre des nutriments, mais ça voulait dire qu'il était un petit peu fatigué en ce moment. Sébastien Simon, qui en 24 heures a perdu un petit peu de distance, et surtout a vu Johan Richomme et Thomas Ruyant lui repasser devant, lui qui était quasiment au niveau de Charlie Dalin. Mais il pensait également, Sébastien Simon, que les 3 de tête, Sébastien Simon, Thomas Ruyant, Johan Richomme, avaient eu des problèmes techniques. Contrairement à lui, parce qu'il pensait que c'était pas normal de les avoir rattrapés aussi facilement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication de la part de Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Johan Richomme sur un problème technique majeur, mais ça peut être peut-être des petites bricoles qu'il a fallu réparer. Donc lui, il pensait, Sébastien Simon, que les concurrents de tête avaient eu des petits soucis. C'était son analyse
de la course. On revient sur Charlie Dalin, en tête de la course. Alors vous voyez, là on va suivre un petit peu les trajectoires sur les 24 dernières heures, puisque vous allez voir, lui il a fait 4 changements de direction. Hop, il a fait ce qu'on appelle des jives. Donc voilà, des petits changements de direction. Donc vous voyez, le premier c'était hier quasiment à 19 h, et ensuite ça a pas mal changé. Donc là hier, Sébastien Simon revenait quand même très vite sur lui avec Thomas Ruyant. Vous voyez, hein, les écarts diminuaient, on était à 17,3 à 15 h, même 18,7 hier à 19 h, donc les écarts s'étaient vraiment réduits. Et ensuite, voilà, Charlie Dalin, il a changé de direction un petit peu après Thomas Ruyant et Johan Richomme, qui l'ont fait avant lui, et Sébastien Simon, donc il l'a fait un petit peu après. Même Nicolas Luven et Bayou ou Sam Goodchild l'ont fait avant lui. Donc ensuite, il a changé une première fois de direction. Ils se sont retrouvés donc très très proches avec Thomas Ruyant à 23 h et à 3 h du matin. Et ensuite, vous allez voir, là, rechangement de direction quasiment au même moment. Hein. Là, les 4 de devant ont quasiment changé de direction, quasiment au même moment. Hop. Et là, lui, il en a refait un autre changement de direction, ce qui a permis à Thomas Ruyant vraiment de se rapprocher à 7 h du matin. Et là, il a repris un petit peu plus de vitesse. Pourquoi? Il a du vent une chouille plus fort. Lui, il est sur du 18 nœuds contre plutôt 17 et 16 nœuds pour les concurrents du dessous. Donc c'était peut-être la bonne idée. Et il aurait peut-être fallu attendre un petit peu plus avant de faire son deuxième changement de direction. Donc ça va plutôt vite, même s'il a perdu un petit peu d'avance sur Johan Richomme. Vous voyez que l'écart s'est un petit peu réduit par rapport au concurrent français, qui a quand même réussi à faire encore plus de 400 000 aujourd'hui, pourtant avec une situation de vent qui était loin d'être exceptionnelle. Mais lui, il n'a fait que 2 changements de direction. Johan Richomme, qui était donc un petit peu plus au sud jusqu'à maintenant, et qui a croisé plus tardivement. Alors il a dû voir un petit peu quand même Sébastien Simon, Thomas Ruyant, et lui il change un peu après Charlie Dalin, on va dire, en termes de timing. Et ensuite, encore une fois, les 4 qui changent vraiment en même temps, et lui il n'a pas décidé de redescendre un peu plus au sud, et il se retrouve maintenant sur une voie centrale encadrée par Sébastien Simon et Thomas Ruyant. Les 4, enfin ces 3 là pardon, sont quand même extrêmement proches, et je rappelle qu'il y a moins de 50 000 entre Sébastien Simon, le 4e, et Charlie Dalin en tête. L'écart c'est un petit peu augmenté entre Charlie Dalin et Jérémy Bayou et Nicolas Lunven. Surtout Nicolas Lunven est en train de mettre un petit peu la misère à Jérémy Bayou. Mais vous voyez que les changements de direction là sont un petit peu différents. Eux, ils sont restés sur une voie beaucoup plus nord pour le moment. Ce qui, je pense, leur met moins de vent actuellement, mais qui sera peut-être intéressante plus tard, cette voie nord. Donc là, vous voyez, Nicolas Luven et Jérémy Bayou, hier à 11 h, ils sont côte à côte, hein, quasiment. L'écart va se réduire, les deux vont un peu se tirer la bourre et vont être très proches, 3 000 d'écart, voire moins. Ils décident donc de faire le changement de direction, donc faire un empalage au même moment. Hop, hop, changement, au même moment. On redescend, on redescend, on redescend. Et là, il y a eu une différence de trajectoire, vous allez voir, assez sensible. Nicolas Lunven est parti un petit peu avant, et là, il a gagné des 1000 à ce moment-là. Voilà. Vers 23 h, c'est là où il décide de changer de trajectoire. Vous allez voir qu'à 23 h, il y avait 1 000 d'écart entre les deux, enfin quasiment 2, et qu'ensuite, il y avait 2000 à l'avantage de Nicolas Lunven. Et cet avantage va se prolonger pendant toute la nuit, va passer à 3000 d'avance quand Jérémy Bayou va rechanger de trajectoire. Et là, les deux routes entre les concurrents s'écartent énormément, avec un Nicolas Luven qui a désormais 6000 d'avance sur Jérémy Bayou, alors qu'il en avait un petit peu de retard. Mais vous allez voir pourquoi ils choisissent une voie un petit peu plus nord, parce qu'ils se disent, hop, nous on va avoir du vent plus fort, et surtout de la mer moins formée. Donc ça va être un petit peu avantageux pour eux. Ça peut être une bonne idée. On voit que Sam Goodchild est un peu dans la même stratégie, Bestaven, Paul Meillat aussi. Donc de rester sur une voie plus nord, mais pour avoir plus de vent ensuite. C'est-à-dire que là, ils se disent, on va perdre du temps, mais en regagner ensuite par derrière. Après, il faut regagner le temps perdu. Déjà, ça c'est le minimum, et essayer d'en regagner un petit peu plus. Donc eux, ils se disent avec cette stratégie-là, ils vont regagner des 1000, parce que le vent va être aussi fort qu'en bas, sauf qu'ils auront un peu moins de mer. Donc ils pourront faire plus décoller les bateaux, et surtout, les bateaux seront moins contraints. C'est-à-dire qu'il y aura moins de soucis de fiabilité normalement. Il y aura moins de contraintes pendant fournement. Donc potentiellement moins de problèmes au niveau structurel. Ça c'est leur idée. Voilà, je vous remets les dernières moyennes de Jérémy Bayou.
Donc 321 43,1 sur les 4 dernières heures, vous voyez, et la différence est vraiment faite sur les 4 dernières heures, parce qu'il y a 20 000 de plus pour Nicolas Lundven. Voilà, donc ça a été plus rapide pour Nicolas Lundven. Pourquoi l'écart par contre est que de 6 000 entre les deux? Tout simplement parce que Nicolas Lundven est plus éloigné de la route idéale que Jérémy Bayou. Derrière, Sam Gutschak, Bestaven. Alors Sam Gutschak est devant Bestaven. Pourtant, Bestaven, vous allez me dire, oui, mais il est plus devant. Là encore, c'est une question de route idéale. Mais Yannick Bestaven, oui, qui s'est bien écarté quand même de Sam Gutschak, parce que hier, les deux étaient quand même, hop, si on retrouve 24 heures auparavant, étaient quand même assez proches. Et là, la situation a bien changé, mais avec un Yannick Bestaven, vous voyez, qui perd. Là, si vous regardez le classement en bas à gauche, qui perd des 1000 sur Charlie Dalin au fur et à mesure. Maintenant, 286 000, 296, 322 000. Et ça ne fait qu'augmenter, 347 maintenant. Parce que là, il est dans une zone sans vent, ou avec peu de vent, comme Sam Gutschak. Alors qu'à l'avant de la course, ça va vite. Et Sam Gutschak, il arrive quand même à être performant, je trouve. Parce qu'il va plus vite, 54 000 et 288 dans la journée, contre 293 et 30 000 sur les 4 dernières heures. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir comment ça va du côté de Sam Gutschak. Et puis Paul Meillat, lui aussi, des changements de direction dans une zone avec moins de vent. Mais il arrive quand même à garder des belles moyennes, je trouve, Paul Meillat. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, regardez voilà, ces dernières 24 heures. Donc là, vous voyez, le vent commençait à diminuer. Donc il a fait son premier changement de direction. Deuxième changement de direction, parce que là, il est tombé vraiment dans de la molle. Et pour éviter de rester dans de la molle, eh bien, il a essayé d'être le plus intelligent possible dans ses changements de direction. Derrière, vous voyez le groupe là, avec Samantha Davis. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes trajectoires. C'est bien plus compliqué pour ce groupe-là. Samantha Davis, elle doit être frustrée parce qu'elle voit vraiment le top 10 s'échapper. Vous allez voir. Donc là, hier, déjà, ils étaient dans le 27 novembre. Là, on est remonté un petit peu trop loin. Donc, premier changement de direction, c'était déjà hier, quand on a fait la vidéo. Le deuxième aussi. Et là, il y a eu encore 2 changements de direction. Et vous voyez que derrière, c'est un peu la débandade, parce qu'on essaye de retrouver du vent. Le vent est timide. On pensait qu'il avait reforci, et puis il a rediminué. Donc vraiment, c'est compliqué. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un Boris Herrmann qui a fait moins de 15 000 en 4 heures. Donc c'est vraiment très faible, et 205 000 seulement de parcouru. Et devant, ça s'échappe. Déjà, Samantha Davis s'échappe de nouveau. Mais c'est très compliqué, à la fois pour Justine Métro et pour Boris Herrmann, qui sont dans une zone de molle complet, les deux. Donc là, c'est vraiment pas évident. Clarisse Kremer a une chouille plus devant, mais vous voyez que ça reste quand même pas folichon. 21 000 de parcouru sur les 4 dernières heures, donc là c'est compliqué. Et Benjamin Dutreux, et en plus elle a fait aussi pas mal de changements de direction. Vous allez voir sur les 24 dernières heures, il y a eu pas mal de manœuvres depuis hier. Là c'était l'atelier coiffure, donc ensuite changement de manœuvre, rechangement de manœuvre. Donc là aussi c'est pas évident, et l'écart s'est renforcé en fin de nuit. On est quand même désormais à 850 000 d'écart, ça fait 2 jours de navigation. Grosso modo, Benjamin Dutreux, lui, il a plus de 1000 milles de retard, et là, ça commence à être compliqué. Et puis surtout, Romain Attanasio revient sur lui à très haute vitesse, parce qu'il est quasiment obligé de repartir en arrière. Attanasio, lui, a un peu plus de vent, fait une très belle journée encore, 222 000 pour le moment pour Romain Attanasio, et Benjamin Dutreux, lui, a un petit peu plus de mal, un petit peu plus en difficulté. Pour le moment, le concurrent de Guyot Environnement, Water Family, donc 199 000, on est moins de 200 000 de parcouru. Je pense que c'est l'un des concurrents qui a parcouru le moins de 1000, et Romain Attanasio, lui, est à 222 000. Et on va voir comment c'est bien revenu pour Romain Attanasio, encore une fois, qui sent bien les choses. Pour le moment, ça fait depuis 3-4 jours qu'il s'en sort très bien, même s'il voit quand même Louis Burton revenir un petit peu sur lui par l'arrière, mais ça reste léger quand même pour le moment. Mais Louis Burton avance vite. Un petit peu plus vite, voilà, 217 000 de parcouru sur les 24 dernières heures, sauf que sur les 4 dernières heures, à 7 heures, le chiffre était encore meilleur, pour Louis Burton, il était aux alentours de 270 000 je crois, et à 11 heures, le chiffre a largement diminué. Pourquoi? Hop, la moyenne sur 4 heures est moins bonne, vous voyez, seulement 17 000 de parcouru, enfin 18 quasiment en 4 heures, et c'est un peu pareil pour ses petits camarades, son petit camarade Damien Seguin. Par contre, vous voyez que pas très loin à côté, Pip Air, elle a plus de vent, donc s'en sort mieux. Et vous voyez, il a quasiment dû repartir en arrière, lui aussi.
Donc c'est pas l'idéal en termes de trajectoire, ça fait pas des jolies trajectoires. Isabelle Yoshke, par contre, pour l'instant, ça se passe bien pour Isabelle Yoshke, mais qui perd de l'avance, elle aussi, par rapport à hier. Si on regarde l'avance avec Jean Le Cam, c'est le point référentiel du deuxième peloton, et bien elle va se faire attraper par le deuxième peloton. Hier à 11h, hop, il y avait 200, quasiment 300 000 d'écart, 280 000 d'écart à peu près. Et vous allez voir, hop, 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 au fur et à mesure, l'écart diminue, déjà parce que Arnaud Boissière prend la tête de ce groupe-là, donc c'est d'un bateau à foil, et là, ça commence à être compliqué de revenir dans le match, et vous voyez que là, elle perd, elle perd, elle perd, et désormais, il n'y a plus que 1766, 1598, il y a 150 000 d'écart, donc elle a perdu quasiment 100 000. Elle est à 201 000 de parcouru contre 315, je crois, 308 voilà, pour Jean-Luc Ham. Donc vous voyez 100 000 de perdus entre Isabelle Yoshke et Jean-Luc Ham. Donc c'est-à-dire que l'écart a diminué et que le deuxième groupe risque de la rattraper. Isabelle Yoshke, elle qui était un peu dans un entre-deux-mondes, comme Benjamin Dutreux par exemple. C'était les concurrents qui étaient un petit peu en solitaire complet. Bon, derrière, la bataille des bateaux à dérive, des dériveurs comme je les appelle, et bah, c'est toujours aussi proche. Hein. Quelle bagarre, quelle bagarre. Faut pas faire une erreur. Vous voyez, hier, on parlait de Tanguy Le Turquet. Tanguy Le Turquet, il est tombé dans une zone sans vent hier, dans la soirée. Et bien, il s'est fait dépasser par plein de petits camarades, notamment Benjamin Ferré qui a fait une excellente journée, qui est même dans le top 10 des concurrents qui ont fait le plus de 1000 dans 24 heures. Et il s'est retrouvé complètement bloqué, Tanguy Le Turquet, dans un nuage et impossible d'avancer. Donc ça lui a fait perdre beaucoup de positions et surtout les petits camarades de devant se sont échappés. C'est le cas de Jean-Luc Ham. C'est le cas également de Louis Duc qui avance toujours à haute vitesse et surtout ce qui est fort quand même Louis Duc, c'est de réussir à tenir Jean-Luc Ham. Je rappelle que Louis Duc c'est pas le plus gros budget du tout, c'est un bateau qui date quand même de 2006 de tête, c'est l'ancien PRB2 je crois à l'époque, et c'est un bateau surtout qui a eu une vie avant, qui a cramé. Il a refait à 100%, c'était une épave, il l'a refait à 100%, et bah là, en ce moment, ça se passe bien pour Louis Duc, avec pourtant moins d'expérience pour le concurrent français. Et vous voyez derrière la remontée de Giancarlo Pedotto, dont on parlait hier, qui va un petit peu plus vite, comme Alan Roura. Les deux vont un petit peu plus vite que les bateaux à dérive dans ces conditions-là, donc il retrouve un petit peu des couleurs. Violette d'Orange, elle a vécu une journée encore très bonne, 293 000 de parcouru, c'est plutôt pas mal, mais c'est un petit peu moins que l'homme qui est revenu de l'arrière, Benjamin Ferré. On en parlait hier, on en avait parlé, j'avais dit c'est un petit peu décevant Benjamin Ferré, parce qu'il a un petit temps de retard par rapport aux autres, et c'est dommage parce que Benjamin Ferré, c'est un bateau, on sait d'expérience, c'est l'ancien massif de François Gabard, donc c'est un bateau vainqueur du Vendée Globe, le dernier Vendée Globe sans foil, et surtout, on sait que c'est un bateau qui est rapide, Clarisse Kramer l'avait montré, plein de concurrents ont montré que ce bateau-là savait être performant. Et là, Benjamin Ferré, il a fait une très belle journée, 332 000 de parcouru, dans des conditions de vent qui n'étaient pas si énormes que ça. En plus, c'était une quinzaine, entre 15-16 nœuds, donc c'est vraiment très bien. Et ça montre aussi que la mer est très plate pour eux, donc ça permet d'être dans des conditions parfaites pour le moment pour Benjamin Ferré. Et les autres concurrents qui ont fait des très belles journées, donc Alan Roura, Giancarlo Pedotto, on en parlait, qui reviennent un petit peu de l'arrière. Conrad Coleman, ça se passe toujours bien, avec toujours des trajectoires différentes. Conrad Coleman, il fait rien comme tout le monde. Il a toujours des trajectoires qui sont différenciées par rapport à ses petits camarades, quand même 312 000 de parcouru, donc c'est plus que Jean-Luc Ham notamment, c'est plus qu'Éric Bellion, Violette d'Orange, que Louis Duc également. Sébastien Marseille qui s'accroche aussi, 320 000, Sébastien Marseille, un vieux bateau, comme Antoine Cornic, c'est des bateaux les plus anciens, donc vraiment très fort de la part de Sébastien Marseille, 320 000 de parcouru sur les 24 dernières heures, donc ça avance vraiment bien. Et puis Guirec Soudet, qui hier disait « je comprends pas le vent, je comprends pas le vent », il a quand même fait une journée à 323 000. Et il disait Guirec Soudet, il attend avec impatience les mers du Sud, parce que lui, il sait qu'il sera performant dans les mers du Sud, donc c'est vraiment son objectif désormais. On a le peloton des gentleman drivers, on va les appeler comme ça. Antoine Cornic,
Manuel Cousin, Oliver R qui a fait aussi une belle journée et Fabrice Amedeo, ça avance pour ces trois-là, mais on voit que Fabrice Amedeo a toujours du mal à les rattraper, à aller à la même vitesse qu'eux dans ce deuxième peloton des dériveurs, mais qui avance quand même à une bonne vitesse et qui revient un petit peu sur certains concurrents de l'avant de la course. Ensuite, on retrouve Dennis Van Venberg qui avait hâte de rentrer dans les mers du Sud, et puis Jing Kung Xiu, 324 000, voilà, sur les 24 dernières heures. On va voir un petit peu Salboge-Verès. Enfin dans l'hémisphère sud, Salboge-Verès, et oui, il a passé l'équateur avec 4 jours de retard sur Jing Kung Xiu. Voilà, si vous voulez un petit peu les écarts en ce moment. Ça avance là, je pense qu'il a bien stabilisé l'écart par rapport au bateau de tête. Donc ça va plutôt pas mal pour Salboge-Verès. Même si le vent n'est pas encore très fort pour lui, ça avance quand même. Voilà pour le concurrent hongrois. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures. Johan Richomme qui a fait le plus de 1000 en 24 heures, 411 000 de parcouru, 761 km, c'est quand même 40 km de plus que le deuxième dans ce classement, qui est Thomas Ruyant. Après Thomas Ruyant, Charlie Dalin, ça se tient en 2000. Donc voilà, 389 contre 387. Et ensuite, on retrouve Sam Goodchild, 20 000 derrière Charlie Dalin, donc 20 000 derrière le podium, juste devant Sébastien Simon, qui a fait 100 km de moins que Johan Richomme. Donc quand je vous disais que ça allait un petit peu moins vite en ce moment pour Sébastien Simon, peut-être qu'il a fallu qu'il récupère. C'est vrai que 3-4 journées à plus de 500 000, c'est éprouvant physiquement, parce que c'est éprouvant physiquement et mentalement, parce que vous avez toujours peur de péter quelque chose. Donc peut-être qu'il a voulu un petit peu calmer le jeu. Ensuite, on retrouve Nicolas Lunven à 354 000, Giancarlo Pedoté, donc de l'arrière, 343 000, qui est 7e de ce classement, Benjamin Ferré 8e avec 332 000 devant Alan Roura et Oliver R, donc avec deux bateaux à dérive droite, voilà, dans le top 10. Donc ça fait du bien de les retrouver, ces bateaux à dérive droite aujourd'hui dans ce classement, parce que ça faisait quand même depuis plusieurs jours qu'ils avaient du mal à tenir la cadence. 6000 km d'écart entre Salboge-Verès et Charlie Dalin, donc non, l'écart a encore agrandi entre le premier et le dernier. Et puis par rapport au record, eh bien on n'a plus que 344 000 nautiques de retard. Donc ça veut dire que ça avance vite. Et comme je vous disais, on a explosé le record entre Équateur et Bonne-Espérance. Là, le temps va être canon, je pense. Et le record sera certainement battu. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain, on se retrouvera à la même heure. Et puis, il ne faudra pas oublier, il y aura le biathlon aussi demain. Donc, petite vidéo biathlon avec le début de saison à Kontiolahti en Finlande avec les deux relais mixtes, relais simple mixte et relais classique. Voilà, au programme, on aura un premier week-end de relais, voilà, parce que dimanche, on aura des relais beaucoup plus... Enfin, les relais par sexe, voilà, pas intersexe, les relais par sexe demain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maïf Production. Ciao, ciao.